Mais d'abord, ce défi lancé au président de la République en une de Libération, au nom de la transparence démocratique, 120 députés et sénateurs demandent à Emmanuel Macron de rendre public l'impact de ces mesures fiscales sur les plus riches. On va en parler avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, point complet avec Clément Perrault. L'appel est en une du journal Libération. 120 députés et sénateurs de gauche interpellent le gouvernement. Nous demandons au gouvernement de rendre public l'impact de ces mesures fiscales et budgétaires sur les contribuables les plus aisés et sur les 100 Français les plus riches. Le but de cette initiative est clairement de coller encore et toujours à Emmanuel Macron cette fameuse étiquette de président des riches. Parmi les signataires figurent de nombreux socialistes. On est sur cette affaire de l'ISF, sur une volonté transparente de privilégier une certaine partie de la socialité, la Startup Nation, les gagnants de la mondialisation, et puis les autres, je ne veux pas reprendre les formules à la mode, les feignants, ceux qui partent en vacances. Il demeure quand même dans cette affaire une forme de mépris. Mais certains sénateurs socialistes, eux, n'ont pas signé. Pour une raison simple, ils peuvent en réalité déjà accéder à ces informations via la Commission des finances. Le groupe socialiste au Sénat dispose, par le truchement de Vincent Eblé, de la présidence de cette commission et que, de par son statut, il a la capacité d'avoir l'ensemble de ces informations en se rendant à Bercy et en effectuant un contrôle sur pièce et sur place. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, dans une interview au journal Le Monde aujourd'hui, a répondu par la négative à cet appel. Il n'est pas question de remettre en cause le secret fiscal. Nous allons rendre 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs. Soit 400 000 euros en moyenne pour chacun de ces contributeurs. Et on va continuer d'en parler sur ce plateau avec nos invités. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de Paris et vous faites partie des signataires de cet appel. On va en parler dans un instant. Julien Bargeton, bonsoir. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Olivier Roucan, politologue, auteur de En finir avec le président, une vraie question sur laquelle nous allons revenir dans cette émission. Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Merci à tous les quatre. Marie-Noëlle Lienemann, pourquoi cet appel précisément? Est-ce que vous voulez, oui ou non, faire sortir des chiffres un peu scandaleux à Emmanuel Macron? On veut faire sortir des données objectives et qui soit le plus précise et le plus incontestable possible. Mais puisque vous y avez accès, pourquoi les Non, faire attendez, rendre alors justement, le président de la Commission des finances peut demander un certain nombre d'informations. Il faut être sûr que d'abord, elles soient bien demandées. Deuxièmement, dans ces informations, il y a une partie qu'il ne peut pas divulguer. Donc, alors, pour une part sur laquelle nous sommes totalement d'accord, on ne demande pas le nom des personnes. Il ne s'agit pas d'aller vouer à la vindicte populaire telle ou telle personne. En revanche, on veut être sûr d'avoir les bonnes données parce que, vous voyez, tout de suite, c'est déjà savoir qui va en bénéficier. Par exemple, vous dites, on entend Bruno Le Maire nous dire 400 millions pour les 1000 plus riches. Mais d'après ce qu'on peut savoir, c'est plutôt les 100 plus riches qui vont capter le gros du paquet. Quand vous faites sur 1000, ça fait une moyenne de 400 000. C'est déjà pas mal. Hein, mais ça va être des sommes scandaleuses. Mais pour d'autres, en réalité, la partie la plus en haut, ça va être beaucoup plus. Donc, deuxièmement, parce qu'il est important que dans ce pays, le Parlement retrouve sa place. Une des places du Parlement, c'est de contrôler l'exécutif. Et on a trop pris l'habitude dans cette Ve République, d'ailleurs tout gouvernement confondu, de considérer que le gouvernement assumait, le Parlement, parfois avec complaisance lui-même, disait c'est pas de notre faute, on n'est pas responsable. Il faut qu'on arrive à redonner à notre Parlement une capacité d'avoir les données objectives, de pouvoir avoir des débats sérieux et des arguments qui se tiennent. Et de ce point de vue, ni fantasme, ni complaisance. Donc voilà un peu l'état de ces démarches. Et par ailleurs, quand même, on est dans un débat politique où on voit quand même bien qu'il y a, de notre point de vue en tout cas, un énorme déséquilibre entre ce que certains vont pouvoir avoir comme avantage et privilège de ce budget, et les plus défavorisés, selon vous, vont être pénalisés par ce budget. On va y venir. Julien Bargeton, parmi les signataires, il y a évidemment des parlementaires de gauche, ça on s'en doutait, ce n'est pas surprenant. Il y a aussi un LR constructif, c'est Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que de manière générale, vous avez été surpris par cet appel et le fait qu'il y ait Jean-Christophe Lagarde dans cet appel? J'ai été surpris par cet appel pour dévoiler en quelque sorte le montant et les bénéficiaires de la baisse de l'ISF. Et je trouve assez contradictoire de vouloir à la fois revaloriser le rôle du Parlement, en tout cas le prétendre, et puis le court-circuiter de cette façon. Cela a été bien dit dans votre documentaire.
le président de la commission des finances du Sénat, qui est socialiste, n'a pas signé cet appel et il a fait passer un questionnaire d'ores et déjà au gouvernement pour obtenir ces informations. Tous les parlementaires peuvent avoir accès, tous les parlementaires auraient pu, par exemple, s'associer à cette démarche. J'aurais trouvé plus intéressant qu'on propose aux parlementaires de s'associer à une telle démarche. Donc vous voulez dire qu'il y a de la provoque de faire... Non, mais c'est un coup médiatique parce que c'est plus facile de faire une tribune à la une d'un quotidien national plutôt que de mettre en valeur le rôle de fourmi du contrôle parlementaire et qui peut être prolongé d'ailleurs par des missions d'information, des missions d'évaluation au-delà de l'examen du projet de loi de finances où ensuite on peut creuser ces dossiers. Donc moi je regrette un peu cette attitude et qui me paraît contradictoire avec l'idée de revaloriser le rôle du contrôle du Parlement. J'ajoute que j'aurais bien aimé bénéficier de telles études d'impact. On aurait pu le demander, par exemple, pour la taxe qui avait été prise par le précédent gouvernement et qui va coûter 10 milliards aux contribuables puisque le Conseil constitutionnel et puis les instances européennes ont jugé qu'elle n'était pas légale. Enfin, et donc, finalement, là aussi, on peut parfois demander, vous voyez, ça aussi c'est intéressant de savoir qui va bénéficier et pourquoi on est réduit à finalement rendre ces 10 milliards de façon injustifiée par une erreur du précédent gouvernement. Olivier Roucan, c'est du jamais vu de demander cela à un président, de demander à un gouvernement de publier de telles données ? C'est du jamais vu dans ce cas précis et par rapport à l'impôt concerné. Simplement, on voit bien, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, la volonté qui a été manifestée de dynamiser le rôle du Parlement, des assemblées, dans cette démocratie présidentialiste qui, selon moi, pêche par, j'allais dire, saturation présidentielle en termes de communication. Donc, l'idée est sans parlementaire. L'idée de... alors c'est vrai qu'il faut faire de la communication, il faut que le message passe au plus grand nombre, donc sans parlementaire, une tribune, mais au moins ça remet du collectif, ça met le Parlement sur le devant de la scène. En l'occurrence, et c'est ensuite, pas le Parlement, mais... Enfin, des parlementaires, sur le devant de la scène, et cela permet d'avoir une discussion à cet égard. Donc l'idée que le Parlement contrôle de l'impôt, parce que tout ceci rentre dans une forme de pédagogie. Alors ça crée des frictions, ça crée des débats, mais somme toute, c'est plutôt salutaire. Et puis il y a peut-être une volonté de définitivement coller cette étiquette de président des riches à Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui est en train de s'installer dans l'opinion, Jean-Daniel Lévy, et d'ailleurs un mécontentement global, une lassitude d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez aujourd'hui, une des principales critiques qui est effectuée à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est effectivement ce terme président des riches. Alors il colle d'ailleurs beaucoup plus de la part de personnes qui sont issues de la gauche, de ceux qui déclarent que leur formation politique de référence, ça va être soit le Parti socialiste, soit la France insoumise, soit qui vont se sentir culturellement de gauche, mais pas forcément proches d'une formation politique en tant que telle. Donc effectivement, c'est un des points sur lesquels Nicolas Sarkozy avait rencontré des difficultés au cours de son mandat, et notamment à la fin de son mandat. Et là, il y a un déficit de confiance qui se... Alors aujourd'hui, ça... Alors, déficit de confiance, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de procès en trahison à l'égard d'Emmanuel Macron, parce que ce que disent les électeurs, même à gauche, c'est globalement ce qui se passe aujourd'hui. On l'avait sensiblement identifié dans le cadre de la campagne présidentielle. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que même quand on est critique à l'égard d'Emmanuel Macron, on lui fait crédit d'avoir une forme de constance par rapport à la promesse de la campagne électorale. En parallèle, il y a quand même une attente et systématique dans la société française de justice sociale ou de justice fiscale. Et quand on a vu apparaître au cours de l'été la baisse d'Emmanuel Macron dans les sondages, c'était concomitamment à deux éléments. Le premier aspect, c'était l'annonce de la baisse des APL de 5 euros. Qui n'était pas dans son programme. Et en parallèle, l'augmentation, enfin la suppression... 9 milliards de déficit trouvé à l'été. Et en parallèle, la suppression de l'ISF. Donc la perception qu'il y avait eu un peu de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire d'un côté, des catégories populaires, notamment sur la question du logement, et on sait qu'elle est absolument emblématique chez les Français concernant leur pouvoir d'achat en disant on va vous supprimer 5 euros et dans un même élan, supprimer l'ISF pour les personnes qui sont les plus aisées. Une étiquette de président des riches qui colle décidément à la peau du chef de l'État. Et pourtant, Emmanuel Macron s'est aussi adressé aux Français en difficulté, personnes handicapées, agriculteurs, associations de lutte contre la pauvreté, encore hier. On se demandera dans un instant pourquoi on retient un peu moins ces messages-là. Mais d'abord, le point avec Cécile Sixou. Emmanuel Macron est-il le président des riches ? Pas si sûr, le nouveau chef de l'État, que l'on dit sourd de l'oreille gauche, a d'ores et déjà annoncé plusieurs mesures en faveur des plus démunis. Première proposition, augmenter le minimum vieillesse.
Et la revalorisation du minimum vieillesse qui va augmenter de 100 € en 2 ans et demi. Donc une augmentation très volontariste, c'est de plus de 13%, c'est-à-dire 1 mois et demi supplémentaire de pension à la fin pour les retraités les plus pauvres. Autre allocation revue à la hausse, celle des adultes handicapés. Aujourd'hui de 811 € par mois, elle augmentera de 49 € le 1er novembre 2018. Emmanuel Macron compte aussi mieux aider les travailleurs modestes en revalorisant la prime d'activité de 20 €, mais surtout en élargissant ses conditions d'accès qui pourraient faire entrer 65 000 personnes dans le dispositif. Il envisage également d'améliorer le soutien aux familles des plus pauvres. Les parents isolés notamment pourront toucher jusqu'à 600 € par mois pour faire garder leur enfant, soit 138 € de plus qu'aujourd'hui. Enfin, Emmanuel Macron souhaite mieux rémunérer les agriculteurs et revoir les modes de fixation des prix de vente de leurs produits. Je souhaite que nous puissions acter la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs. Les prix seront construits à partir des coûts de production. D'autres mesures devraient être annoncées dans un plan pauvreté, mais aussi dans la stratégie nationale de santé. Si l'expression « président des riches » fait son chemin, Emmanuel Macron semble se démener pour qu'elle ne lui soit pas définitivement accolée. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez un peu souri pendant ce sujet. Pourquoi? Ce sont des mesurettes pour vous? C'est de la communication? Il est le président des riches? En tout cas, il mène une politique inégalitaire plus favorable aux riches qu'aux autres. Parce que évidemment, il y a des mesures qui vont à des catégories populaires et à des catégories modestes ou très pauvres. Sauf que quand vous faites le bilan global, entre ce que touchent ces catégories et les gros cadeaux qui sont faits aux plus riches, sans compter le débat sur l'aide aux entreprises qui est soi-disant créatrice d'emplois. Je rappelle que le comité de suivi sur le fameux crédit emploi compétitivité, là, le CICE, a montré une très faible efficacité en termes d'emploi, un grand doute sur l'impact des marges des entreprises. Et en tout cas, on constate que la France n'exporte pas plus et que la réindustrialisation n'est pas sérieusement en marche. Donc, on est dans une situation où un déséquilibre entre les plus riches, les plus pauvres, ce qu'on donne à l'entreprise et ce qu'on donne aux citoyens, est manifeste aux yeux de nos concitoyens. Et ça arrive à une période où, certes, il a été élu, mais chacun se rappelle qu'il a été élu avec 25% au début. Et que ça après, aussi, ça va lui coller à la peau. Et après, le vote pour Emmanuel Macron ne valait pas forcément adhésion à tout son programme. J'ai voté pour lui. Oui, mais d'accord, mais enfin, avec pas des écarts mirobolants. Et moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Par rapport au candidat socialiste, l'écart était assez fort. Je ne suis pas en train de vous dire que devant de la sauce socialiste, là, j'ai en train de vous dire comment je pense que ce budget est injuste. Et je dis, il faut faire... Vous rappelez les conditions de son élection. Je rappelle les conditions de son élection parce que je pense que lui-même devrait s'en souvenir davantage. Il ne s'agit pas de lui demander de changer de cap par rapport à ça, mais je pense qu'il y va trop à la hache. Sans l'équilibre, réfléchir sa politique, sans l'équilibre qu'il a présenté aux Français. Parce que dans l'esprit des Français, c'est quelqu'un qui était équilibré. Et à une période qui n'est pas n'importe laquelle. Quand Mme Lagarde et le FMI disent que les pays développés doivent faire des efforts pour lutter contre les inégalités et pourquoi pas taxer les riches. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut encore davantage taxer les riches, mais quand vous avez ce message-là, qui est finalement l'aboutissement d'une situation qu'on connaît depuis des années, c'est-à-dire d'un accroissement des inégalités qui ne produit pas suffisamment de richesses et qui ne produit pas ces dynamismes économiques, indépendamment de l'effet d'injustice, eh ben les Français se disent on n'est pas sur le bon chemin. Voilà. C'est injuste et on n'est pas sur le bon chemin. Alors, ils lui font crédit de sa capacité à transformer le pays également dans les sondages. Vous oubliez systématiquement la suppression de 80% de la taxe d'habitation qui est quand même... qui représente 10 milliards d'euros et qui concerne notamment les classes moyennes, ainsi que la baisse des cotisations sociales d'ailleurs pour les travailleurs et notamment, et qui n'est pas indiqué non plus dans votre documentaire, mais qui mettait des bons aspects. Donc c'est une politique équilibrée. Je vois bien que on veut insister sur certains points, mais elle est équilibrée parce qu'à la fois elle libère les énergies et nous réduisons les impôts, mais nous réduisons tous les impôts parce qu'avec un taux de prélèvement obligatoire de 46%, il faut jouer sur toutes les gammes. Il y a à la fois la taxe d'habitation, les cotisations sociales, également l'ISF, et puis les différents points de hausse des minima sociaux. Donc, un cheval d'allègement pour les plus riches et une alouette pour les plus pauvres. Mais pas du tout, 10 milliards d'euros de taxes d'habitation pour les classes moyennes, ça me paraît pas être une alouette. Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance... Pardonnez-moi, est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à ne retenir que les mesures
qui pourraient lui porter préjudice en termes d'image, et donc ces mesures en faveur des riches? Non, parce que pour certains publics, l'allègement de l'ISF, ce n'est pas une mesure qui porte préjudice. Oui, mais on prend effectivement cet exemple en permanence, effectivement, qui existe, ou mais pas le tous les PFU, donc la taxation, on va dire, homogène de l'épargne. Donc on pourrait parler de tas de choses, mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on parle de tas de choses, que ce soit pour l'allègement fiscal ou que ce soit pour les quelques mesures de redistribution sociale. Donc vous diriez sociale. mesurette, c'est ça? Je dirais mesurette, pourquoi? Parce que ce que l'on ne comprend pas, à mon avis, et il me semble que certains indicateurs de l'opinion l'estiment, ce qu'on ne comprend pas, c'est le projet social d'Emmanuel Macron. On comprend son projet libération des énergies, et c'était déjà le cas dans la campagne, on ne comprend pas sa fameuse transformation sociale. Or, il y a des inquiétudes très fortes, et ce n'est pas en ressassant transformation ou protection que l'on va donner du sens et du contenu ce projet de loi de finances protège le pouvoir d'achat. Et je pense que c'est, je dirais presque l'erreur de l'intervention de l'autre jour du président, parce que lorsqu'on regarde le sondage que Jean-Daniel Lévy citera et commentera peut-être plus, mais c'est bien ces propositions sociales qui sont le moins comprises et sur lequel il est en défaut d'opinion positive. Donc on ne sait pas où il veut aller sur ce plan, et il y a de fortes inquiétudes, que ce soit la santé, que ce soit l'égalité, la lutte contre les inégalités, et notamment territoriales. Avec le dédoublement des classes de CP dans les zones prioritaires, ou la création d'une police de sécurité du quotidien, et y compris qui ira dans les quartiers prioritaires, on ne peut pas dire que ces quartiers soient abandonnés. Alors là, il faut quand même y aller pour se rendre compte là. Moi, j'ai vu beaucoup de quartiers. Il se trouve que vu que je suis une passionnée du logement social, je vais beaucoup dans les quartiers. J'ai vu aussi dans beaucoup d'écoles où on avait fait le dédoublement, et ça ramène au nombre de créations de postes. Mais il y a des créations de postes dans l'éducation et mais pas suffisamment, pour une raison simple, c'est que dans de nombreuses écoles en ZEP ou en REP+, avec les sigles en difficulté, il y a les CP et CE1 qui ont baissé, mais vous êtes 33 ou 35 dans les CE2 et CM1. Or, vous savez bien que même si les premières années pour la lecture sont déterminantes, on pourrait vous répondre que c'est un début quand même. Je dis bien, sauf que ces classes-là, je trouve que c'est bien de dédoubler ces classes. Je dis simplement que le ressenti dans ces quartiers et l'efficience dans ces quartiers, c'est que le gamin qui avait 25 dans sa classe de CM1 en a 35. Alors je ne sais pas ça que je conteste en disant que c'est pas une bonne mesure. Bon, voilà. Je dis qu'il faut pas s'imaginer que l'impact de cette première mesure, si elle n'est pas accompagnée d'un travail à long terme dont on ne voit pas aujourd'hui, en tout cas un engagement précis en termes de moyens qui vont l'accompagner. Il y a l'aide aux devoirs pour les collèges qui arrive, vous le savez très bien. Donc, qui arrive. L'investissement pour l'éducation, les 15 milliards dans la formation professionnelle. Non, moi je crois que c'est très clair le volet de protection. C'est de dire, face à une attitude qui consisterait à dire, on va mettre à l'abri la France de la mondialisation. Le président de la République veut accompagner les Français, leur donner une chance à tout le monde, permettre l'égalité des chances et le succès. Et donc, à la fois, nous protégeons le pouvoir d'achat. Non, on protège le pouvoir d'achat avec le PLF, avec un certain nombre de mesures. Et en même temps, on construit des décisions sur l'éducation, sur la formation professionnelle et bientôt sur l'intéressement dans l'entreprise pour que tout le monde puisse participer au chemin de la croissance. Pas de dynamique économique. Jean-Daniel Lévy, est-ce qu'il y a, oui ou non, un problème de compréhension et donc de pédagogie, dans l'autre sens, des mesures sociales d'Emmanuel Macron ? Déjà, en fait, il y a peut-être une difficulté d'identification. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur ce qu'ils retiennent des discours, sur ce qu'ils retiennent des différentes mesures, Olivier faisait référence tout à l'heure. C'est déjà l'ISF, ça peut être éventuellement la baisse des APL, et puis ça va être les mesures d'ordre économique et pas forcément les conséquences sociales. Et d'ailleurs, on voit bien que parmi les ministres qui sont les plus identifiés de ceux qui ont été amenés à prendre la parole au cours de la période récente, on va nous parler de M. Darmanin, on va nous parler de M. Le Maire, et pas tellement des ministres soit qui sont issus de la gauche, soit qui ont une fibre sociale en tant que telle. Donc il y a, quelle que soit la réalité, l'idée c'est peut-être plutôt de la part de la perception des Français que ce regard-là existe. J'y ajoute deux aspects, c'est que quand vous interrogez sur les traits d'image aujourd'hui d'Emmanuel Macron, notamment auprès des catégories populaires, il y a un côté rassurant dont il n'est que très peu qualifié de la part uniquement d'une personne issue des catégories populaires sur 4, 25%, et puis la dimension de proximité avec le vécu justement des Français, notamment de la part des catégories populaires, qui fait fortement défaut au président de la République. Donc le sentiment qu'il y a une machine... Il est déconnecté, quoi. Alors, oui, en tout cas, qu'il y a une machine économique aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, avec
pas forcément aujourd'hui une rebuffade des Français, mais en tout cas de vraies interrogations sur les conséquences. Et lorsqu'ils anticipent des conséquences, c'est plutôt des conséquences où, notamment à l'issue, par exemple, de la loi travail, pour les individus, ça va être difficile, mais que peut-être que pour l'économie, ça va plutôt aller dans le bon sens. Alors, malgré la tourmente, François Bayrou a renouvelé son soutien indéfectible à Emmanuel Macron. Ce matin sur RTL, le patron du MoDem refuse de faire de l'ISF un bras de fer. En revanche, il tient effectivement à ce que le budget soit juste, comme vous, Marie-Noëlle Lienemann. Oui, et ben voilà. Moi et Bayrou, la ligne de justice est une ligne que ce budget respecte. Nous pensons qu'il peut y avoir encore un meilleur équilibre. Voilà. Justice, égalité, c'est indissociable de l'histoire de la France, Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je pense que dans le discours du président de dimanche, il est en déficit républicain sur la thèse notamment de la lutte contre les privilèges et de la lutte contre les inégalités. Quand il nous dit « les Français sont jaloux des riches », d'abord, ça fait conversation de salon dans les milieux aisés. C'est pas de la jalousie. Ce qu'il ne perçoit pas, c'est que dans la matrice de 1789, il y a la volonté de l'égalité, et pas seulement de l'égalité des chances, ce qui ne veut pas dire l'égalitarisme. Mais tout le monde sait qu'il y a des déterminants sociaux qui fait que même quand vous avez le début des chances que l'école publique marche bien, etc., vous allez porter longtemps vos déterminants social, surtout... les inégalités à la racine. Mais pas seulement, parce que si par ailleurs vous ne sortez pas avec des revenus corrects, même si vous avez eu des bons diplômes, vous retombez dans des difficultés plus facilement que ceux qui sont issus des milieux aisés. Il veut que la République soit fidèle à ses promesses. Est-ce que la République est fidèle à ses promesses depuis 40 ans, dans les quartiers, pour les classes populaires? Est-ce que les politiques publics sont efficaces? Mais il était où, Monsieur Macron? C'est pas lui qui a insufflé. Moi, je l'ai critiqué parce qu'il a insufflé. Il est là depuis le gouvernement. En tout cas, il est président de la République depuis 5 mois. Ça, vous pouvez l'accorder. Des idées de gauche. Vous pouvez l'accorder. Mais il faut sortir. Mais la gauche comme la droite avait échoué de ce point de vue-là. Vous le savez bien depuis 40 ans. Est-ce que les politiques d'emploi ont été efficaces? Est-ce que les politiques de logement ont été efficaces? Est-ce que les politiques de réduction? Il faut sortir de ces vieux. Il faut sortir de ces schémas pour inventer des nouvelles politiques publiques. Mais justement, depuis 92, j'entends ce qu'il nous raconte. Et pour que la République soit fidèle à ses promesses. On va refaire la formation professionnelle. Pas une république théorique, pas une république proclamée, une république réelle, efficace. Exactement, réelle, efficace. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit rappel historique. Ça fait 10 fois qu'on fait les mêmes choses. Pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat des gens ne s'est pas amélioré et nous ne tirons pas notre économie. Les propositions sur l'assurance chômage sont extrêmement ambitieuses, très intéressantes. Ils vont réduire la Mais non, pas du tout. Je voudrais qu'on fasse un petit rappel historique, pardonnez-moi. Vous la transformez en aide. Là où vous aviez de l'assurance collective qui garantissait dans la pérennité du système, vous en faites une aide gérée par Bercy. Mais tout n'est pas ça parfait va finir aujourd'hui, comme l'APL. Marie-Noëlle Lienemann, Julien Bargeton, pardonnez-moi. Pas du tout. J'ai fait des grosses propositions pour changer Je voudrais qu'on fasse un petit rappel historique en images. Pour mettre un petit peu les choses en perspective, on ne vous entend plus, ça ne sert à rien. On va regarder quelques images. En 2007, Nicolas Sarkozy est très vite devenu le président bling-bling. On se souvient de ses vacances sur le yacht de son ami Vincent Bolloré à Malte. En 2012, François Hollande est très vite catalogué président trop normal, pas assez classe, pas assez charismatique. On le voit ici, un discours sous la pluie. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui est étiqueté président des riches à peine quelques mois après son élection et notamment à cause de la suppression de l'ISF. Olivier Roucan, est-ce qu'il y a un problème de président bashing en France? Est-ce que c'est un mal français? Il y a un problème, alors peut-être de président bashing, mais il y a surtout un problème aujourd'hui, même s'il y a un succès indéniable sur le plan du charisme avec Emmanuel Macron, il y a un problème, si vous voulez, de perception de la fonction présidentielle et d'un déséquilibre des pouvoirs dans la pratique. Une fois qu'on devient président, on n'est plus du tout populaire. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que depuis le quinquennat, cette fonction est moins identifié qu'auparavant. Et de temps en temps, et très souvent, vous avez des papiers sur le thème « Le président joue au Premier ministre ». Ou alors, c'est le Premier ministre qui disparaît, qui ne serait qu'un simple collaborateur, qui n'est pas connu, qui n'est pas identifié par l'opinion. Pour vous, c'est lié à la durée du mandat ?
C'est un facteur institutionnel, c'est pas le seul. Ensuite, il y a des tas d'autres problèmes. La toile de fond, c'est évidemment la crise du politique, qui n'est pas passée d'un coup avec cette élection du reste. Et mais ça veut dire qu'on ne laisse plus le temps à un président... Il l'a traduit aussi. Qu'il a traduit, c'est pour ça. Ça veut dire qu'on ne laisse plus le temps à un président de faire ses preuves. On attend des résultats au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Très court, je dirais, cette démocratie de l'instantané. Ça va aussi avec tous les réseaux sociaux, avec ces modes de communication. Avec les médias aussi, peut-être. Des coups symboliques. Mais les médias, si vous voulez, au sens médias de masse, suivent aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc tout ceci fabrique un complexe. Et tout ceci nous empêche finalement de réfléchir à une démocratie un peu plus sereine et surtout, j'insiste sur ce terme, un peu plus délibérée, collective. Nous sommes victimes d'un tropisme personnalisé et plus à l'heure du quinquennat qu'avant, parce que au sein de l'exécutif, il y avait quand même 2 rôles bien identifiables. Il y avait des respirations en cours de mandat, des élections intermédiaires, législatives en cours de septennat. Bref, c'était déjà présidentialiste et à l'époque, certains disaient beaucoup trop, mais ça l'est encore davantage. Pas une seule cohabitation depuis l'adoption du quinquennat, par exemple. Jean-Daniel Lévy, il y a une forme d'acharnement aujourd'hui, d'acharnement populaire sur un homme qui devient président. Les Français aimaient la cohabitation. Il y a aussi des Français qui sont parfois un peu plus patients que ce qu'on veut bien croire ou ce qu'on veut bien dire, mais à partir du moment où ils voient... Pourtant, vous voyez, 2007, 2012, 2017, on colle une étiquette à un président, très vite. Absolument, mais est-ce qu'ils voient où on va? Voilà. Et il y a parfois une sorte de contrat qui peut être passé avec le président au moment de l'élection présidentielle. Et avec des Français qui peuvent même parfois faire beaucoup plus d'efforts que ce qu'on croit à partir du moment où ils se disent que c'est un effort collectif qui est partagé et que cela permet d'aller vers un effort commun. Ce qui est intéressant d'ailleurs, quand vous regardez l'attitude des Français à l'égard des impôts au cours du précédent quinquennat, c'est qu'au tout début, les Français n'étaient pas si critiques que cela. Et même lorsqu'il y a eu les premières annonces d'augmentation d'impôts, ça n'a pas tout de suite eu un impact sur le président de la République et sur sa cote de confiance ou sa cote de popularité. C'est beaucoup plus lorsqu'il y a eu une interrogation justement sur le cap qui était suivi par le président de la République et sur le fait que la promesse qui était la promesse pour faire vite de retour de la République, de puissance publique dans les territoires, notamment à travers la service public, et que cette destination apparaissait comme étant moins marquée, que ce qui apparaissait pour faire vite comme étant un investissement a été identifié comme étant une dépense et avec des Français qui ont eu un regard qui est venu assez vite. 30 milliards de hausse Sarkozy-Fillon, 30 milliards de hausse Hollande-Hérault, mais ça a coûté très cher à la croissance. Mais les Français l'ont perçu assez vite. Les Français l'ont perçu assez vite. Je pense que c'est moins le matraquage que l'absence de justice fiscale, c'est-à-dire de réforme fiscale. Il avait promis, par exemple, François Hollande, moi j'ai jamais été une fan des 75%, parce que je pense qu'il faut une progressivité de l'impôt sur le revenu. Ça a étouffé la croissance. Non. Si, les 60 milliards ont étouffé la croissance. C'est une réforme fiscale d'ampleur qu'attendaient les Français. Je vous rappelle que ça devait être la fusion CSG hier, qui redonnait un impôt plus juste comme structurant. À partir du